Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Je suis hyper heureux de te retrouver, d'autant plus qu'on va parler d'un personnage quand même méga iconique et absolument fabuleux. J'ai super hâte. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette vidéo, quand tu auras fini de la regarder, tu iras te coucher beaucoup moins con ce soir. La vidéo va se dérouler en 3 temps. Je vais tout d'abord te raconter le début de sa vie. Ensuite, je ferai une pause et là, je vais te raconter des anecdotes hyper stylées sur la façon dont c'est une icône. Après ça, on parlera de la fin de sa vie. Gloire, puissance, séduction, manipulation et trahison. Bienvenue dans le royaume de Cléopâtre. Cléopâtre est née vers l'an 69 avant Jésus-Christ, à Alexandrie. Elle est d'origine grecque, elle n'a pas du tout de sang égyptien, hein, comme tout le reste de sa famille et comme tous les pharaons qui ont régné sur l'Égypte avant elle. Donc oui, les Égyptiens ne voyaient aucune objection à être gouvernés par des Grecs. Cléopâtre est une reine d'Égypte antique de la dynastie Lagide. Ce sont des mots un peu compliqués. Elle va régner sur l'Égypte de l'an 51 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Elle va régner aux côtés de son premier époux qui est Ptolémée XIII et quand Ptolémée XIII va crever, elle va régner aux côtés de Ptolémée XIV. Petit détail mais vraiment minuscule, ces deux Ptolémées en question étaient ses frères. Et à la fin de sa vie, elle régnera aux côtés de Marc-Antoine. On lui connaît 4 mecs, donc 2 où c'était mariage arrangé en fait, donc avec ses frères, pour un peu garder le sang pur de la famille, comme les Targaryens quoi. D'ailleurs, petit aparté, Cléopâtre me fait grave penser à Daenerys. Elle aura pas d'enfants avec ses frères, par contre elle aura 4 enfants. Elle aura un enfant avec Jules César et 3 enfants avec Marc-Antoine. Son enfance, on n'a pas énormément d'informations, donc ni sur son enfance, ni sur le début de son adolescence. On suppose qu'elle a dû contempler attentivement le règne plutôt chaotique de son père. Du croustillant, du cocasse, du gossip, tout ce qu'on adore, sa personnalité. Les poètes, les écrivains et le cinéma ont légèrement déformé sa personnalité, donc c'est pour ça que ça reste assez vague, mais elle reste quand même méga iconique, hein, faut pas l'oublier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était extrêmement courageuse. Et surtout, elle est suffisamment intelligente pour faire peur aux Romains. Physiquement, certains auteurs antiques insistent sur sa beauté presque divine. Elle a énormément de charme, elle dégage une séduction incroyable. Et apparemment, elle possédait une voix ensorcelante. Elle est hyper intelligente. Et elle, à la différence de tous les autres pharaons qui l'ont précédée, elle a appris à parler égyptien. Elle parlait la langue de son peuple. Et ça, c'est quand même un énorme point positif pour elle. Elle monte sur le trône à la mort de son père. Elle est alors âgée de 18 ans et en fait son père, quand il est décédé, a écrit un testament et dans ce testament il stipulait que c'était à Cléopâtre de monter sur le trône et elle devait épouser Ptolémée XIII, son frère. Quelques années plus tard, Ptolémée XIII va claquer et c'est Ptolémée XIV qui va devenir le nouvel époux de Cléopâtre. Elle va régner pendant 21 ans. Elle est fascinée par Alexandre le Grand, à tel point qu'elle veut l'imiter et même faire mieux que lui. Alexandre le Grand décède à l'âge de 32 ans. Cléopâtre, à l'âge de 23 ans, l'aura déjà largement surpassé, puisqu'elle va débarquer à Rome en tant que reine d'Égypte et maîtresse de l'homme le plus puissant du monde, Jules César. Cléopâtre et son frère, donc Ptolémée XIII, se détestaient et tout le monde le savait. À ce moment-là, Rome avait besoin du blé égyptien pour nourrir son peuple et Jules César, lui, avait besoin des richesses de l'Égypte pour financer son armée en fait, qui était de plus en plus grandissante. Pour tenter de trouver un accord entre Rome et l'Égypte, Jules César va se rendre à Alexandrie
pour convoquer Cléopâtre et son frère. Elle a voulu prendre de l'avance sur son frère, donc Cléopâtre est rentrée secrètement en contact avec Jules César. Elle s'est enroulée dans un tapis et elle a demandé à un de ses servants du coup de déposer le tapis dans les appartements de Jules César. Jules César a fini par dérouler ce tapis et a vu sortir de là Cléopâtre. Il n'y avait jamais vu une femme avec une telle personnalité et quelqu'un faire ça. Il était clairement in love, à tel point qu'il a même retardé son retour à Rome pour rester plus longtemps avec Cléopâtre, et elle en a profité pour lui faire visiter l'Égypte et toutes ses grandeurs. En Égypte, ce qu'il faut savoir, c'est que Cléopâtre est vue comme une déesse. César, qui squatte à longueur de journée avec elle en ce temps-là, il est vu lui comme l'époux de Cléopâtre alors qu'ils n'étaient pas du tout mariés. Les Égyptiens finissent par le prendre pour un dieu, et donc lui, César, il va se sentir un peu pousser des ailes, il va se dire I'm a god, donc laissez-moi tranquille, bande de bitches, et il va vraiment se prendre pour un dieu. Du coup, à cause de ça, il va commencer à en avoir ras le cul de devoir rendre des comptes aux politiciens romains, ça va grave le gonfler. Cléopâtre, qui est notre influenceuse préférée, faut se l'avouer, elle a légèrement rendu Jules César mégalo, donc c'est un peu ça aussi qui va commencer à gonfler les Romains en fait. Cléopâtre va commencer à leur sortir par les trous de nez parce qu'ils vont se dire putain mais elle est en train de nous lui retourner le cerveau. Et en fait toute cette histoire de mégalomanie, on dit comme ça je crois, va prendre tellement d'ampleur que même après la mort de Jules César, les empereurs qui vont lui succéder vont aussi être convaincus d'être des dieux. La Rome antique telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc avec tout ce qui est le Panthéon, le Colisée, tout le tralala, en fait c'est un héritage de Cléopâtre. Elle a montré à Rome comment un dieu se devait de vivre. C'est fou. Elle va tomber enceinte donc finalement de César. Elle va accoucher quelques temps plus tard d'un petit Césarion, qui veut dire petit César. Rome ne parle que de Cléopâtre parce que c'est la mère du seul et unique héritier de César du coup. Mais l'amour que César porte à l'encontre de Cléopâtre causera sa perte car il sera assassiné parce qu'on pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'il se prenait pour un dieu, qu'il voudrait du coup régner sur Rome comme un roi. Donc là, César est mort et c'est l'archouchefou, la grosse guerre, c'est le bordel total. Marc-Antoine, qui est un ami général de César, il est également un puissant allié de Cléopâtre à Rome. Il va déclarer devant le Sénat que César a désigné Césarion comme seul et unique héritier. Faut pas oublier que Césarion, c'est le seul enfant de César, mais c'est également l'enfant de Cléopâtre. Mais il y a un petit mec qui va venir foutre son grain de sel, il s'appelle Octave, c'est le neveu de César, mais lui il va se déclarer comme seul héritier légal. Rome va surtout prendre parti d'Octave, donc une guerre civile éclate, et du coup Cléopâtre, elle, se barre de Rome avec son fils. Donc là, Cléopâtre, on est arrivé dans l'histoire, elle s'est barrée de Rome pour retourner en Égypte, elle est partie avec son fils, et on va faire une pause maintenant. Petite anecdote, Jules César avait fait sculpter une statue de Cléopâtre qu'il avait fait installer par la suite dans le temple de Vénus. Faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, on sculptait uniquement des statues qui représentaient des dieux et des divinités pour les temples. Donc forcément ça a fait un scandale pas possible à Rome, les gens ont été outrés et ont pris ça comme un affront à la religion. Putain. Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Autre petite anecdote, pour pécho Marc-Antoine, Cléopâtre savait que Marc-Antoine, décidément, ils étaient tous pareils, était extrêmement mégalo aussi. Il était persuadé que c'était la réincarnation du dieu Dionysos. Donc, Cléopâtre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pointée aux portes de la ville, déguisée en la déesse Aphrodite, et ses serviteurs la ventilaient, tu sais, avec les éventails en plumes là. Et ils étaient habillés en Cupidon et ils se promenaient avec de l'encens partout et tout ça. Et donc Marc-Antoine, quand il a vu ça, il était méga impressionné. Il s'est dit putain, une déesse en chair et en os, c'est à moi, je veux la ken. Et du coup, il est tombé in love d'elle. Elle a dépensé 50% de sa fortune personnelle en produits de beauté et cosmétiques. Elle a également lancé un programme de bien-être public. C'est un peu elle qui a créé les premiers saunas, les premiers centres de massage et tout. Elle aurait parié avec Marc-Antoine qu'elle pouvait dépenser 10 millions de sesterces en un repas. Ça équivaut aujourd'hui à
14 327 000 €. Ils étaient en train de manger à deux, en mode tête à tête, et elle a commencé son repas voilà, avec un plat plutôt basique. Et arrivée à la fin du repas, elle a demandé à une de ses servantes de lui apporter un verre de vinaigre. Ensuite, elle a enlevé une de ses boucles d'oreilles et elle a retiré la perle qui était sur cette boucle d'oreille. Elle a foutu la perle dans le verre de vinaigre et a attendu que cette perle fonde. Apparemment, c'était la plus grosse perle de l'histoire et un vrai chef-d'œuvre de la nature. Une fois que cette perle a été complètement dissoute, elle a bu le cocktail. Durant son règne, Cléopâtre va tout faire pour rendre à l'Égypte sa grandeur passée. Elle va également se décarcasser pour rendre meilleure la vie de son peuple, peu importe leur rang. Elle va se rendre compte que la route des caravanes, qui est en fait la route principale des échanges entre l'Égypte et les autres pays, c'est par là où ils importent le poivre, l'encens, les parfums, enfin tout ce qui est luxe en fait pour elle. Elle va se rendre compte que du coup c'est une des routes principales en fait les plus importantes de l'Égypte pour elle et pour sa fortune. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire construire des tours de guet sur les 200 km de route. Il y aura des hommes postés sur chaque tour et les hommes qui seront sur ces tours seront chargés de signaler les bandits qui viendraient piller les voyageurs. La journée, ils vont les signaler à l'aide de miroirs et la nuit à l'aide de feux, des torches et tout ça. Ah, elle va aussi faire construire sur cette route-là des genres de petites maisonnettes en briques pour les voyageurs, pour qu'ils puissent s'arrêter là, faire une pause, dormir un petit peu, boire, parce que chaque petite maisonnette posséderont leur propre puits. Bon, elle a quasiment inventé les premiers bars en fait de routiers. Elle va taxer ses routes forcément, ce qui va carrément lui profiter aussi à elle et au royaume. Elle a une passion immense pour le porphyre, donc qui est une roche volcanique violette. La seule carrière de porphyre se situe sur la mer Rouge et Cléopâtre sera la première à l'exploiter, à tel point qu'elle va également faire construire une ville minière autour du site. Marc-Antoine, là actuellement dans l'histoire, c'est le chef de la partie orientale de l'Empire romain. Lui, il veut vaincre son ennemi Octave. C'est le petit fils de pute qui a été dire que c'était lui l'héritier légitime. Mais pour le vaincre, Marc-Antoine a encore besoin des richesses de l'Égypte. Donc il va organiser un petit date avec Cléopâtre. Ils tombent grave en crush l'un pour l'autre et tout ça. Il y a eu l'épisode de l'anecdote que je t'ai raconté tout à l'heure. Elle va tomber enceinte et donner naissance à des jumeaux. Là, elle a 29 ans. Marc-Antoine, il part au combat. Elle donne naissance aux jumeaux pendant qu'il est au combat. Et Cléopâtre va apprendre que ce petit bâtard a épousé une autre femme. Donc Cléopâtre, là, elle va taper une petite dépression nerveuse, forcément, faut la comprendre. Après 3 ans d'absence, Marc-Antoine revient. Il fait son petit comeback. Parce qu'il veut prendre la tête de l'Empire romain et pour ça, forcément, il a encore besoin des richesses de l'Égypte. Alors il va demander audience à Cléopâtre. Faut pas oublier que même si c'est une putain d'icône, une reine hyper puissante, elle reste une femme et elle est toujours un peu amoureuse de Marc-Antoine et c'est surtout le père de ses enfants aussi. Donc elle va accepter, mais surtout elle se dit putain mon coco tu m'as trahi, tu vas quand même le payer. Donc elle va aller au rendez-vous et là ils vont négocier et elle va accepter les requêtes de Marc-Antoine, mais elle va poser ses conditions. Et c'est pourquoi Marc-Antoine va lui céder toute l'Arabie, les mines de cuivre de Chypre et celles de turquoise de Sinaï, les champs fertiles de l'Afrique du Nord, toute l'Arménie et les ports les plus importants de la Phénicie. Du coup, à Rome, c'est grave encore une fois un scandale de ouf parce que ils se disent putain mais c'est inadmissible que l'autre con il cède des terres que les Romains ont conquis au prix de leur vie. Et du coup là, Octave en profite pour lever une petite armée et il veut mettre fin à sa bataille contre Marc-Antoine. Et donc là va commencer la bataille d'Actium, qui va se dérouler au large des côtes grecques. Donc là, clairement, celui qui gagne, il gagne tout quoi. Marc-Antoine, lui, il part faire la guerre du coup, forcément. Et Cléopâtre, elle dit non mon coco, moi je reste pas à la baraque à m'occuper des gosses, je veux filer au nounou, je viens avec toi. Et du coup, elle part aussi faire la guerre. Elle a évidemment
son propre navire, mais pas que, puisqu'elle possède également une flotte de plus de 60 navires. Jamais auparavant une reine n'avait été vue sur un champ de bataille, enfin là plutôt sur la mer de bataille, mais malheureusement c'est Octave qui va gagner. La bataille tourne mal, Cléopâtre se barre, elle retourne à Alexandrie et Marc-Antoine la rejoint. Mais notre petite Cléopâtre adorée, elle, va agir. Et elle fait aller les navires qui lui restent jusqu'à la mer Rouge par voie de terre, donc il y a plus de 200 km. Elle décide de s'exiler en Inde avec ses gosses et toute sa richesse pour fonder un nouveau royaume. Mais alors qu'elle fait préparer les navires et tout ça, les habitants de Pétra, Pétra débarque comme ça, je sais, qui sont depuis un bail sous la domination de Cléopâtre, comprennent qu'elle est en situation de faiblesse et décident de frapper. Ils brûlent toute sa flotte. Cléopâtre ne peut plus s'enfuir. Les troupes d'Octave se rapprochent d'Alexandrie. Cléopâtre et Marc-Antoine savent que l'humiliation et la mort les attendent. Marc-Antoine se donne la mort tel un bon Romain, il se plante sa propre épée dans le corps et est apporté à Cléopâtre agonisant pour mourir dans ses bras. Cléopâtre, elle, veut éviter d'être traînée, enchaînée dans les rues de Rome, ça serait l'humiliation totale, et comme c'est une putain d'icône, elle choisira une mort d'icône. Elle est enfermée dans son palais, elle est avec 2 servantes. Octave, lui, il a hyper peur qu'elle se suicide, du coup, il fait vérifier tout ce qu'on lui apporte. Mais Cléopâtre va réussir à tromper sa vigilance, et une de ses servantes va lui apporter un panier rempli de figues, et sous ces figues se trouve un cobra. Et quelques instants plus tard, elle se laissera mordre par le cobra et mourra. En pénétrant dans les appartements de Cléopâtre, les soldats d'Octave vont découvrir le corps sans vie de Cléopâtre, le dernier des pharaons. Elle est allongée sur un lit d'or et elle est parée de tous ses atouts royaux. Une servante est morte à ses pieds, tandis que l'autre est en train d'arranger la couronne de sa reine. Nous sommes le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ. Le fils bien-aimé de Cléopâtre, Césarion, est assassiné par Octave et ses autres enfants seront exilés. Alors que les noms des grands pharaons s'estomperont au fil des temps, un seul traversera les siècles, celui de Cléopâtre, reine d'Égypte. Et voilà bébé, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à la commenter si t'as appris des choses iconiques. Tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Et là, tu trouveras ma dernière vidéo. Allez, ciao!